Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, sur notre site web et les versions vidéo sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Aujourd'hui, on poursuit notre belle aventure sur 100 ans de magie. Ça veut dire qu'on s'en va rejoindre mon ami Michel Pellerin. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est avec nous. Et on reste pas long, là, on achève notre histoire, notre 100 ans de magie. Content de vous retrouver ce matin. Excellent. Donc, on débute ça aujourd'hui, en fait, avec la période 1998 à 2001 qui marque un changement dans la progression de Disney. Il y a plusieurs éléments, en fait, là, qui vont être en cause, Michel. Ben c'est sûr, parce que là, on avait quand même un succès avec le nouveau parc. 1998, on parle de Disney Animal Kingdom. C'était bien parce que c'était nouveau, donc les gens étaient intéressés. C'était un nouveau produit. On n'était pas habitué de voir un genre de parc à la Magic Kingdom, genre. Mais le New Tomorrowland à Disneyland en 1998 a pas fait tant fureur que ça. Et le Disney California Adventure, pas que c'est un flop, mais en 2001, on voulait que ça soit des nouveaux modèles de qualité de parc Disney. Puis ça répondait pas aux attentes. On était là, ouais, Walt n'aurait jamais fait un parc comme ça. C'est quoi le wrap-up de la Californie? Tu sais, là, c'était vraiment spécial. Mais heureusement, on avait quand même au Japon, on a Tokyo Disney Sea qui est sorti en septembre 2001, que ça a fait fureur pour dire wow, quelle imagination! Les parcs Disney se sont renouvelés, les Imagineers sont capotés. Si vous avez la chance une fois dans votre vie de visiter Tokyo Disney Sea, même si vous faites juste une visite virtuelle, le volcan qui crache à toutes les heures, l'environnement, comment c'est fait, écoute, c'est immersif. Quand tu es là à l'intérieur, tu fais comme wow, c'est vraiment capoté comme expérience. Écoute, je le souhaite à tout le monde. Puis, on n'a pas eu d'éloge pour le parc parce que jusqu'après l'autre parc, c'était le Walt Disney Studios à Paris. Alors, on est en 2002. Puis là, c'est comme, ouais, c'est un petit parc qu'on peut visiter en une demi-journée. Puis ça n'occupe pas les attentes. Puis ils ont fait ce parc-là parce qu'ils ont dit, après 5 ans, tu n'as pas le choix. Vous allez devoir faire un autre parc. Vous devez avoir... Ils ont signé pour avoir un Magic Kingdom s'ils acceptaient de faire un deuxième parc. Fait que là, il n'y avait pas le choix de le faire. Là, on est arrivé au 10e anniversaire, puis c'est comme, mon Dieu Seigneur, les Walt Disney Studios, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Là, maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur. Avec l'expansion, ça va être correct. Mais au départ, c'était pas ça. Donc, il y avait beaucoup d'attentes, puis il y a eu peu de satisfaction. Mais merde, on parle quand même de plusieurs parcs d'attractions en très peu de temps, mais ça n'a pas fait l'unanimité. C'est bon. 2001, en fait, le 11 septembre 2001, tout le monde va se souvenir de cette date-là, c'est clair. C'est les attentats, bien sûr, du côté de New York. Ça a affecté profondément le secteur du tourisme et les revenus des parcs Disney là, qui ont chuté carrément. Là. Ah, c'est sûr. Puis là, ben, au-delà des parcs, on parle des parcs. Pendant la même période, l'audience des réseaux ABC, ça baisse. Puis là, il faut résoudre le problème parce que qu'est-ce qu'on va faire? Là, les gens quittent un peu la télé. On commence tranquillement à penser à... On a des streams, on a des choses virtuelles qui se passent. Puis là, on délaisse un peu la télé. Donc, Disney cherche à étendre son réseau. Puis c'est pour ça qu'en 2001, il a fait comme, bon, écoute, faut faire ils ont passé, en fait, un accord pour vendre le Fox Family Worldwide. Je vous fais une courte parenthèse, mais Disney a quand même mis 5,3 milliards de dollars pour pouvoir transférer ça puis de faire le fameux ABC Family. Puis, tu sais, là, c'était quelque chose de spécial. Puis, Disney a quand même profité de la situation pour lancer une campagne de restructuration pour la télé pour dire, ça va être hot, ça va être capoté, vous devez rester avec nous autres avec la télé. Donc, les chaînes Disney puis les filiales ont vraiment explosé parce qu'on parle de ABC, Disney Channel, ESPN, excuse-moi. Puis là, ben, on essayait de mettre plusieurs choses en place, puis de mettre un bouquet de chaînes vraiment là, déclinées dans tous les pays pour pouvoir ramener du monde et ramener du bacon à la maison mère, là. Parce que là, on perdait, là, on commençait à déraper. Tout à fait, tout à fait.
dans le même ordre d'idée aussi, en raison des attentats de 2001, il y avait des projets qui avaient été mis sur de la glace, abandonnés, tout ça. Si vous avez le goût, envie de voir quelque chose d'assez particulier, allez, exemple, sur YouTube, chercher des vidéos là, du Pop Century, parce que en fait, le Pop Century devait être le double de superficie. Là. C'est devenu plus tard le Art of Animation, mais c'était en construction là, en 2000-2001. Là. Puis la construction avait été complètement abandonnée. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, un hôtel Disney totalement abandonné. Il y a plein de gens qui s'aventuraient là, puis qui allaient carrément dans les chambres et tout ça, qui était comme... la structure était là, mais tout avait été abandonné, avec même les plantes qui commençaient à pousser au travers des bâtiments. On dirait un film d'apocalypse, de zombies, mais c'est devenu plus tard le Art of Animation, mais ça devait être à la base une nouvelle section là, du Pop Century. Allez voir ça, c'est quand même assez impressionnant à voir. Tout à fait raison. Merci du rappel. Effectivement, c'était quelque chose. Quand on était de l'autre côté, on disait, on n'ose pas traverser le pont, mais on le voyait de l'autre côté du oui, c'est ça. pont. Mon Dieu que c'est intriguant. Difficulté aussi pour les magasins Disney Store qui sont devenus moins rentables, en fait, dans l'ensemble du réseau. Oui, parce que, écoute, c'est en raison des ventes de produits Disney. Ils ont voulu mettre ça partout dans les grandes chaînes commerciales, mais là, à ta minute, vous mettez plein de lignes Disney dans les chaînes commerciales, mais c'est parce que vous êtes en train de devenir votre propre compétiteur, tu sais. Puis là, ils ont dit, ben là, ça commence à être lourd de gérer tout ça. On est aussi bien de mettre en dépôt nos produits Disney dans les chaînes commerciales, puis se débarrasser de nos magasins. Donc, finalement, Disney a vendu l'ensemble des Disney Stores au Japon avec la compagnie qui opérait le Tokyo Disneyland pour 51 millions US. Donc, c'est comme, OK, on vient faire un gain d'argent, mais les magasins, les Japonais, vous connaissez, hein, ils ont renversé la situation. Puis, juste un an après, Disney annonçait que le nombre de visiteurs dans les Disney Stores dépassait celui dans ses parcs d'attractions. C'est comment ils ont fait? Il y a plein de monde qui vont là. Donc, c'est comme, faut vendre, faut faire quelque chose. Donc là, en raison de la concurrence, il y a plusieurs options qui étaient envisagées. Puis on dit, ben, écoute, si on peut aller chercher des millions, on fait-tu la même affaire avec nos boutiques nord-américaines et européennes? On fait comme au Japon, puis on vend tout ça. Effectivement, en 2004, la vente des Disney Stores nord-américains a été vendue à un magasin qu'on connaît peut-être pas tout le monde, mais Children's Place, qui a racheté ça. Et puis, Disney recevait 100 millions de dollars US. Fait que en 150 millions de dollars, on venait quand même de recouvrir le tout, puis d'essayer d'aller chercher... En fait, ils ont fait un échange, on appelle ça un capital flottant. C'est quoi un capital flottant, entre parenthèses? C'est le nombre d'actions disponibles pour être achetées ou cédées en bourse. Fait que c'était pas vraiment monnayable, mais les actions pouvaient changer et différer, ce qui faisait que Disney pouvait récupérer des sous, puis qu'il laissait vivre quand même Children's Place, puis les Disney Stores qui restaient en place. Fait qu'on a fait un truc de passe-passe d'argent. C'est bon, c'est bon. Hey, en 2004, c'est le début, parce qu'on va en reparler probablement dans l'épisode, puis peut-être dans le prochain aussi, mais là, Disney se sont mis à faire différentes acquisitions. Et là, Disney a acheté les droits du catalogue des Muppets. Oui, exact. Puis là, il faut dire, le catalogue des Muppets, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On n'a pas acheté les Muppets, mais on a acheté le catalogue, le droit d'utiliser ce qu'il y a dans le catalogue des Muppets. Puis on a aussi acheté le Bear in the Big Blue House, que vous avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes vraiment des fans de Disney, Disney Channel et compagnie. Moi, mes enfants ont tellement regardé ça, Michel, c'est incroyable. Quand j'étais jeune, oui, ça jouait en continu dans la maison. Bear in the Big Blue House, il y en avait dessus, donc ça va pas de bon sens. Mais écoute, ils ont quand même acheté ça pour 68 millions US. Alors, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, puis il faut que ça rapporte pour nous, mais tu sais, les Muppets, c'est quand même quelque chose de spécial. Puis écoute, pas longtemps après, un an après, Disney a acheté l'ensemble des Muppets. Ils ont acheté quand même le Jim Henson Company, qu'en passant, j'ai eu l'honneur de visiter, que j'ai adoré quand je suis allé en Californie, puis que tu vas voir le Jim Henson Company, c'est comme wow! Puis là, on a créé une nouvelle filiale qui va être rebaptisée, puis on va dire, ça va être de Muppet Studio, puis ça va être en fonction à partir de avril 2007. Alors, on part de 2004, on achète le catalogue. Dans la même année, on achète l'ensemble des Muppets, et en 2007, on crée le The Muppet Studio, et puis ça appartient maintenant à Disney, puis là, on a vu apparaître tous nos amis Muppets dans les parcs Disney. C'est sûr que c'était mieux en film. Ceux qui ont eu malheureusement la chance de voir les Muppets grandeur nature en character, c'était comme assez spécial de voir ces petites marionnettes en grosseur réelle personnage. C'est le même principe que je vous dis que quand on est habitué de voir Figmoon, le petit Figmoon qui est là, puis que tu vois apparaître le characters, notre personnage de Figmoon qui est là à côté de nous, c'est comme, oh,
On a pris de l'ampleur, puis on a grandi, mon ami. C'était quelque chose. Mais on était content d'avoir récupéré les mopettes. Parfait. Non, là, tout semble bien aller pour Disney, mais la société connaît quand même des problèmes de direction là, à partir de 2004. C'est sûr, et c'est à cause de notre ami Michael Eisner, mais on ne peut pas y lancer toutes les pierres. C'était quand même le grand Manitou qui a relancé Disney dans les années 80-90. Une décennie complète, sauf que là, il commençait à être contesté vraiment sur ses dernières décisions. Puis là, la direction a décidé que je pense pas qu'on va renouveler son poste de PDG. Pour 2005, on va en prendre un autre. Et c'est là que Bob Iger rentre en ligne sur Disney, puis qui est nommé président. Mais c'est ironique parce qu'en fait, qui a proposé Bob Iger pour le poste de PDG? C'est Michael Eisner qui l'a proposé. Mais lui, il pensait que ça serait plus tard. Il faudrait commencer à préparer tout ça. Je pense que Bob Iger, il ferait une bonne job. Il faudrait commencer à le préparer pour éventuellement me remplacer quand ça va être le moment. Non, il n'y aura pas de formation. Il l'a déjà. T'es kické out. C'est une très bonne idée. On va prendre Bob Iger. Fait qu'il s'est vraiment comme retrouvé. C'est comme, OK, fait que le 30 septembre 2005, ça marque le départ de Michael Eisner. Et là, il pensait d'avoir un patatlan. C'est comme, j'ai tellement fait de choses pour Disney. On va faire un cocktail, on va faire une soirée Memories, on va faire plein de choses. Il n'y a rien eu. Son départ a été comme très peu médiatisé. Il n'y a pas eu de cérémonie. Puis dans les médias, le lendemain, écoute, Disney avait comme étouffé les choses. Puis les médias en avaient très peu parlé le lendemain. Mais écoute, Bob Iger, le lendemain, par exemple, Bob Iger, le sauveur ici, écoute, il arrivait de ABC, il avait fait plein de choses, tellement de marques de reconnaissance pour Bob Iger. Écoute, il est arrivé là, puis tout le monde est tombé en amour avec Bob Iger. Moi, le premier, c'est comme, yes, sir! C'est capoté, Bob Iger! Fait que c'est un peu ça là, qui est arrivé. Mais malheureusement, je répète, c'est Michael Eisner qui a proposé Bob Iger pour prendre son poste, mais il a perdu le sien plus vite que prévu. Dans le volet sportif de Disney, on effectue une grosse transaction. En fait, c'est la vente des Mighty Ducks d'Anaheim dans la Ligue nationale de hockey qui est officielle le 20 juin 2005. Hey, t'as dû pleurer, Jean-Philippe, toi qui aimais les Mighty Ducks. Bon, les Mighty Ducks sont toujours là, c'est juste c'est plus les mêmes propriétaires. Donc, ouais, c'est ça, effectivement. Mais c'est ça, Disney a quand même reçu 26 millions, ce qui a provoqué la dissolution de la filiale complète, parce que ce que vous devez savoir, c'est que Disney avait une filiale qui s'appelait Anaheim Sports. Alors, on n'avait pas seulement les Mighty Ducks, on avait les Angels d'Anaheim, qui est une équipe de baseball à Los Angeles, mais c'était tout regroupé à Anaheim. Et puis, c'est en 2003 qu'on s'est départi des Angels, l'équipe de baseball. Ouais. Et puis là, ben, c'est le tour des Mighty Ducks qui ont pris le bord. On a fait, garde, soyons honnêtes, on peut récupérer de l'argent et soyons bons dans ce qu'on est bon, c'est-à-dire le divertissement. C'est sûr que quand on dit, ben, une équipe sportive, c'est un divertissement, mais c'est quelque chose à gérer autrement. Puis les salaires d'une équipe professionnelle n'est pas le même qu'un cast member, je vous confirme. Hey, mais 68 millions, ça doit valoir aujourd'hui les Mighty Ducks autour de 800 millions. C'est assez impressionnant quand même. J'aurais aimé ça avoir une petite parcelle d'augmentation sur ma rémunération. Là-dessus, ça aurait été génial. Ouais, ça s'est pas passé comme ça. Disney maintenant se met en place sur iTunes avec 3 podcasts quand même là, à ce moment-là. Hey. Nous qui aiment le podcast, on est sur Destination WDW, quelle chance vous avez. Mais là, en 2005, les podcasts, Disney en met 3. On met ABC News, on a Disney Online, puis ESPN.com, qui est un autre podcast. Donc, on en a 3. On les lance, puis c'est un contrat. C'est suite à il y a eu un contrat entre Disney puis Apple. Puis Disney a annoncé la création de ses services de téléphonie mobile. Puis là, suite à tout ça, là, de faire la pub pour les mobiles, les téléphones, tout ça ensemble, le fait que, OK, on en parle, blablabla. Bla, bla. Et là, c'était vraiment l'explosion des podcasts. On est en 2005, c'est quand même dans le début, mais d'en avoir 3, c'était vraiment quand même exceptionnel à ce moment-là pour le même propriétaire. Mais ça a fait bonne figure, puis c'est vraiment, ça a monté en flèche. 2005, maintenant, Disney nous offre un nouveau parc. Du côté de la Chine, c'est le Hong Kong Disneyland.
Oh, c'est une date importante pour moi que je vais me rappeler toute ma vie. Ce que vous devez savoir, à titre de guest, avant de faire quoi que ce soit, je décide d'aller visiter Tokyo Disneyland. Et puis, on dit que Hong Kong Disneyland va ouvrir en même temps. On est dans l'été, c'est en juillet. J'organise toute mon affaire là pour aller là-bas, pour dire à titre de guest, là, c'est pas une mission, c'est rien de ça. C'est comme, je m'en vais là-bas. Puis finalement, le 12 septembre 2005, ça a été reporté au 12 septembre 2005, mais moi, je ne pouvais pas changer la date de voyage, donc j'ai fait seulement Tokyo Disneyland. Je n'ai pas pu faire le 12 septembre, mais date marquante, le 12 septembre, c'est la première journée où moi, j'ai fait ma première année d'enseignement à titre de professeur de danse. Alors, c'était vraiment une date que je vais me rappeler toute ma vie, mais c'était vraiment génial. Mais quel beau parc! Oui, très petit. Oui, ça se visite en une journée. Mais si vous avez la chance d'être là live, c'est le plus petit, mais comment mignon et charmant est-il? C'est sur l'île de Lantou. Puis comme je vous avais déjà dit, autour de ce parc-là, il y a des petites montagnes, juste des petites vallées, puis tout ça, c'est cute. C'est comme si c'était Toontown. C'est vraiment, ça donne un cachet féerique à la magie de Disney. Ça met l'ampleur. Puis là, en plus que là, ils ont augmenté le château de tous les princesses. Donc, le petit château qui était la réplique de Disneyland, qui avait l'air minuscule à travers les montagnes, parce que les montagnes étaient toutes étouffait le château. Et là, on a vraiment un château qui a pris de l'ampleur et c'est vraiment magnifique. Mais la vue qu'on a quand on est dans notre hôtel, qu'on est du côté vue du centre-ville, le soir qu'on voit Hong Kong downtown, tout illuminé, puis l'accueil, c'est magnifique là-bas. Fait que si vous avez la chance, oui, c'est un petit parc, mais c'est quelque chose à voir. Puis là, on prend quand même de l'ampleur, vu qu'on avait comme le contour qui était avec le railroad. On creuse en dessous du railroad, puis on va créer des attractions puis des lands qui poussent autour de tout ça, puis c'est vraiment magnifique. Je vous le souhaite, c'est un de mes meilleurs souvenirs de mission. Wow. Ben, au même moment, en fait, le premier parc Disney célèbre en grande pompe son 50e anniversaire à ce moment-là. Quand Déjà, oui, la division des parcs d'attractions. Puis là, on a lancé un nouveau service. On a dit, c'est le 50e, on va pas juste fêter à Disneyland. On va faire le 50e anniversaire, mais on va le faire partout à travers le monde. Écoute, c'était placardé partout. On avait des 50 dans tous les parcs Disney qui existaient à ce moment-là. Et puis aussi la division des produits dérivés. Il y en a-tu eu des produits dérivés? Écoute, on a lancé plein de nouvelles gammes. On a lancé des nouvelles attractions. On était vraiment là. C'est le 50e anniversaire. Je pense qu'on disait des parcs d'attractions, mais le premier, c'était pour la fête de Disneyland le 17 juillet 1955. Donc, on était rendu en 2005. C'était le 50e anniversaire. Puis, heureusement, cet événement-là a rapporté beaucoup de sous. Ils ont fait vraiment une belle affaire parce que, écoute, si vous êtes des collectionneurs, là, moi, j'ai des DVD sur le sujet, des trames sonores, là, des CD puis tout le kit avec toutes les musiques de tous les parcs Disney. C'était magnifique. Et heureusement qu'ils ont rapporté beaucoup d'argent parce que le 25 septembre 2005, après que tout le monde ait fêté, puis c'est comme « Ouais, 50 ans, ouais, 50 ans », Disney annonçait une perte de 68 millions de dollars. Puis ça, c'est à cause de la faillite. C'est suite à la faillite de Delta Airlines. Écoute, au départ, dans l'histoire, je ne savais même pas que Delta Airlines existait ou appartenait à Disney. Puis j'étais content, moi, quand on allait à l'ouverture de Magic Kingdom dans les années 70, on allait dans l'attraction If You Had Wings. Puis on avait l'attraction de Delta Airlines, puis tout ça, c'était capoté à l'ouverture du Walt Disney World. Mais on fait faillite le 14 septembre. Puis là, ben, c'est cette faillite-là qui a entraîné tout ça. Donc, heureusement qu'on a fait beaucoup d'argent avec le 50e. On a essayé de balancer, mais on a eu pas mal de pertes d'argent. Parfait. On reste un petit peu dans les difficultés pour Disney, mais là, cette fois-ci, c'est pour renouveler le contrat avec Pixar. Oui, ben ça, c'est une bonne nouvelle, mais là, ça finissait plus parce que là, on veut renouveler le contrat, puis là, on veut mettre un point final. C'est comme, ça n'a pas de bon sens. C'est toujours impossible à renouveler. C'est toujours des négociations à peu finir pour renouveler une entente. Alors, Disney décide quand même, en janvier 2006, pourquoi qu'on ne rachèterait pas le studio? Au lieu de faire des ententes, puis dire, bon, on fait tant d'années ensemble, on fait ci, c'est Pixar qui est en avant, c'est Disney qui est en avant, on va le racheter pour 7,4 milliards de dollars. Alors, fini les soucis. Puis, je vous épargne les détails parce que là, écoute, avec tous les détails qu'il y avait dans le contrat, on pourrait faire quelques épisodes sur le sujet. Mais je vous rappelle que c'est Steve Jobs qui était PDG de Pixar à l'époque. Mais ça s'est quand même bien passé. Ça s'est quand même bien conclu. Donc, vous devez savoir, si vous ne vous rappelez pas de dire, c'est deux entités différentes, Pixar, Disney, Pixar, Disney. Non, Disney a vraiment racheté le studio Pixar pour ce montant génial de 7,4 milliards de dollars.
il y a quand même toujours des conflits, des négociations de contrats qui continuent. C'est comme une négociation d'un syndicat ou quoi que ce soit. Il y a toujours des choses à revendiquer, mais ça s'est quand même bien passé et Pixar passait du côté de Disney officiellement. Pour les fans de Disney, un moment quand même important, le premier personnage de Walt Disney revient à la maison après plusieurs années. On parle bien sûr de Oswald le Rabbit. Oui, ben je fais une parenthèse rapide parce que vous devez savoir que Disney était content d'aller renouveler son contrat de Oswald à New York. Puis finalement, non seulement il n'allait pas le renouveler, mais Universal, méchant Universal. On va lire Oswald. Et là, si vous voulez voir l'histoire, suivez sur nos autres épisodes. Là, on donne l'histoire en détail. C'est arrivé en 1928. Mais c'est grâce à cet événement que notre vedette Mickey Mouse a pris forme. Parce que là, il laissait tomber Oswald. Et puis, on a changé les deux longues oreilles pour des oreilles rondes. Puis on a essayé de revirer ça d'un autre côté. Puis on a vécu avec très fièrement notre ami Mickey Mouse. Mais c'est ça, en 2006, on annonce le départ d'un commentateur sportif sur ESPN. C'est Michaels, comment il s'appelle? All Michaels, quelque chose comme ça. Et puis, il part pour la chaîne NBC qui est affiliée à Universal. Ah ah ah! Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Walt Disney a fait une négociation en échange pour récupérer les droits de Oswald. OK, on en laisse partir un, on fait ci, on fait ça. Tout était comme mélangé ou entremêlé. Est-ce qu'on peut récupérer les droits? Alors, on a échangé le commentateur sportif pour Oswald de Lucky Rabbit. Alors, Disney récupère les droits de Oswald. Donc, le personnage, notre ami Oswald, revient sur les parcs. Et puis, vous pouvez voir, écoute, la photo officielle de cet épisode. Je crois que c'est une photo de ma rencontre avec Oswald, je crois. Alors, je suis bien content de voir ça. Puis, vous devez savoir que Oswald, c'est ça, c'était l'une des premières productions de studio avant Mickey Mouse. Parce que oui, on dit tout a commencé avec une souris, mais la vérité, tout a commencé avec un lapin. Mais la vraie histoire de Disney a commencé avec cette souris-là. Et puis, on en est très fiers. Mais on était quand même très content de récupérer notre ami Oswald. Il y a également un des parcs Disney de la Floride qui doit changer de nom au grand désarroi de plusieurs fans qui l'adorent, puis qui l'appellent encore comme ça aujourd'hui parfois, Disney MGM Studios. Oui, exact. Moi, je fais partie de ces gens qui disent on va aller à MGM. OK, on se retrouve à MGM. Oui, on dit Hollywood puis tout le kit, mais moi, j'aimais tellement ça, mais vous devez savoir pourquoi on change de nom. C'est qu'au départ, on voulait faire concurrence à Universal, puis on voulait faire un parc d'attractions sur le cinéma, mais on n'avait pas ce qu'il fallait. On n'avait pas de viande à mettre dans le parc. Il fallait avoir des films, il fallait avoir plein de choses. Puis on a dit, OK, MGM a plein de choses. Donc, si on achète les droits des films d'MGM, on va pouvoir parler des films qu'il y a à la MGM à l'intérieur de nous, mais ils ont acheté les droits pour 20 ans. Donc là, le 20 ans allait se terminer, et puis là, ça prenait effectif le 1er janvier de l'année. Donc, Disney avait payé l'utilisation de ça, mais le 20 ans se terminait, donc on devait faire un autre nom. Ça a été choisi. Ça a été tellement médiatisé, cette chose-là, et les gens ont tellement critiqué, toutes les guests s'en sont mêlés, les noms que pouvaient... Est-ce que tu te souviens, Jean-Philippe, là, je me rappelle pas de mémoire, c'était quoi les autres noms? On a fini avec Disney's Hollywood Studios. Ouais, non, je me souviens pas. Il y avait eu quelques noms qui avaient été suggérés, là, mais non. Mais je pense qu'ils ont choisi d'ailleurs dans toutes les pas cute noms qui avaient été sortis. Je pense que Disney's Hollywood Studios était peut-être la meilleure réponse. Puis ça doit être ça parce qu'on ne se rappelle pas des noms qui avaient été nommés, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vous devez savoir la raison pour laquelle on a changé MGM Studios pour Hollywood Studios. Parfait. Pour terminer, après l'acquisition des Muppets et de Pixar, c'est maintenant au tour de Marvel de prendre place dans la grande famille Disney. Oui, on est rendu en 2009. C'est Disney qui annonce l'obtention d'un accord. C'est un accord dans le but d'un rachat. OK, on parle de 4 milliards, puis là, on dit on voudrait le racheter pour 4 milliards. Il y a eu des négociations. On va jusqu'à la fin de l'année 2009. On est rendu le 31 décembre. C'est la fin, parce qu'on avait dit à la fin de 2009, on conclut ça. On est-tu allé loin dans pas les attentes, mais les négociations? On est allé jusqu'à la dernière journée de 2009 et les actionnaires de Marvel ont approuvé le rachat. On dit, OK, c'est correct, on accepte, mais la valeur était maintenant estimée à 4,3 milliards et non juste 4 milliards.
0,3 milliard, c'est quand même beaucoup de sous. Puis le tout s'est concrétisé en 2010. Puis c'est en 2010, on acquiert Marvel Entertainment. C'est là qu'on a aussi l'année où Disney Vacation Club a annoncé plusieurs projets en plus. Et c'est là que la Disney Cruise Line a fait construire 2 nouveaux navires qui étaient prévus pour les débuts des années 2010. Donc c'est une grosse année, le fin 2009 et 2010 pour Marvel, Disney Vacation Club et Disney Cruise Line. C'est vraiment des choses, puis c'était vraiment quelque chose. Mais là, on arrive en 2010. Mauvaise nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est la fin de cet épisode-là, mais il ne faut pas manquer le dernier épisode parce qu'on va partir de 2010. On va aller jusqu'à aujourd'hui. On conclut la série à le prochain épisode. Donc, ne manquez pas ça. Fait que je vous remercie comme toujours tout le monde. Je vous souhaite que la magie tourbillonne autour de vous. Merci Jean-Philippe de m'accueillir à chaque fois sur le podcast. C'est toujours un plaisir d'être là. Puis on se retrouve au prochain épisode. Le dernier, faut pas le manquer. Merci beaucoup à toi, Michel, pour ta participation à la maison. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye! Salut! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!